Rwanda avant. C'était écrit sur la carte d'identité. Hutu ou Tutsi. Ma mère était Hutu, mais mon père était Tutsi. Sauf que par opportunité, parce que dans les années 70, il était plus facile d'être Hutu, il a fait changer sa carte d'identité. Il a fait inscrire Hutu, comme ma mère. Et en 1976, tous les deux, ils sont partis faire des études en Europe. Pas en Belgique, hein, comme la plupart des Rwandais, ni en France. Ils sont partis en Allemagne. Et c'est donc en Allemagne que je nais, le 24 mars 1977. Mes parents ont la bonne idée de me baptiser Cornelius. Cornelius Nyangura. C'est mon vrai nom. Et puis en 1983, mes parents décident de rentrer au pays. J'ai 6 ans et demi. Je veux pas partir, hein. Je me sens allemand. Et pourtant, je me retrouve à Kigali. Notre maison n'étant pas prête au début, on s'installe chez mes grands-parents, les parents de mon père, à Butare. Et là, je découvre ma grand-mère. « Viens donc m'embrasser !» Mon Dieu, qu'elle est moche. Il lui manque des dents, elle a un œil crevé, on dirait une sorcière. Pardon, papa, hein, mais c'est vrai. À part ça, je ne parle pas un mot de Kinyarwanda, la langue de mon pays. Je me retrouve étranger chez moi. Les gens m'appellent Umudadje, l'allemand, ou Umuzungu, le blanc. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de Rummenigge, il n'y a pas de cuisinière Bosch, il n'y a pas d'eau. Il faut aller la chercher avec un bidon, sans bouchon. Je le bouche avec une banane et je remonte la côte caillouteuse jusqu'à la maison. Et puis on s'installe dans notre maison de Kigali, dans le quartier de Nyamirambo. Le quartier cool de la capitale, où l'on vit au son de la rumba congolaise. Vu d'ici, mes parents sont des riches. Mon père est ingénieur électricien chez Electrogaz et ma mère travaille à la banque commerciale de Kigali. Ils m'inscrivent dans la meilleure école primaire, plantée au beau milieu du camp militaire. Le jour de la rentrée, je mets mon uniforme, petite chemise blanche à manches courtes et short kaki. Et je me retrouve avec les autres à chanter l'hymne du Rwanda. C'est une imposture, hein. La chanson dit « Notre Rwanda, pays qui m'a mis au monde ». Mais moi c'est l'Allemagne qui m'a mis au monde. À part ça, on est 40 dans la classe. Mais pas question de bavarder, hein. Le premier qui chuchote, le fouet, avec une branche de bambou bien sèche, au mieux sur les fesses, au pire derrière les genoux. Et tu mets ta main pour te protéger, ça compte pas. T'en prends un de plus. Tous les matins, l'appel. Jean, présent. Thomas, présent. Vianney, présent. Cornelius. Cornelius, ça le fait pas du tout. Et c'est là que, dans ma tête de gamin de 6 ans, je décide de me donner un autre prénom, que je crois chrétien, Corneille. J'ai entendu dire qu'un saint s'appelait Corneille. Autant vous dire que j'ignore tout de l'écrivain et de l'existence d'un oiseau du même nom. C'est à cette époque-là qu'il m'arrive un truc très bizarre. Ma tante préférée, Jeanne, 18 ans, se met à m'embrasser sur la bouche. Avec la langue. J'ai 6 ans et demi, je l'aime beaucoup, je lui fais confiance. Et un jour à la sieste, elle se déshabille, elle m'embrasse, et elle s'arrange pour que mes petites mains chutent le long de son ventre jusqu'à un buisson de petits poils secs. Un endroit bien sûr dont je ne sais rien. 6 ans et demi. Un cauchemar. D'autres cauchemars m'attendent. Europe 1, on de la te raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du chanteur Corneille, dont la famille a été massacrée pendant le génocide au Rwanda, en 1994. Je tire mon histoire de son livre « Là où le soleil disparaît », paru en 2016 chez Ixo.
Cornelius, de son vrai prénom, naît en 1977 en Allemagne, où ses parents sont étudiants. En 1983, il a 6 ans et demi et sa famille rentre au pays. Et je vous propose de le retrouver maintenant à la veille des massacres. Cornelius a 17 ans. Alors avant de vous raconter, il faut d'abord que je vous explique. Au Rwanda, depuis toujours, il y a 2 ethnies, les Hutus et les Tutsis. Et pendant des décennies, ça se passe comme ça. Les Tutsis dirigent, les Tutsis règnent, et les Hutus sont à leur service. Quand ils débarquent, nos colons, les Belges, s'acoquinent naturellement avec les Tutsis. Ce sont eux qui décident que ça sera écrit sur nos cartes d'identité. Hutu ou Tutsi. En 1959, les Belges sont partis, les Hutus en ont assez de servir. Alors ils chassent les Tutsis du pays. En vérité, ils les massacrent. Et les survivants se réfugient en Ouganda. Et depuis plus de 30 ans, leurs enfants et leurs petits-enfants rêvent d'une revanche. Et nous, les Nyungura, comment est-ce qu'on se situe là-dedans? Ma mère est Hutu. Sur sa carte d'identité, mon père aussi est Hutu. Mais en vérité, mon père est Tutsi. Il a fait modifier sa carte d'identité pour faire carrière. Et il a fait carrière. Quand j'étais au primaire, il était directeur général au ministère des Travaux publics, haut fonctionnaire. Et puis, il a basculé dans l'opposition. Il ne supportait plus le népotisme de notre président, Juvenal Habyarimana. Alors ils l'ont arrêté. Ils l'ont jeté en prison. Ils ont tenté de l'assassiner avec ma mère. Un semi-remorque s'est jeté sur leur voiture. On aurait dû partir à ce moment-là. Je lui en veux à mon père. Il a vu le danger. Il a fermé les yeux. Il s'est accroché au Rwanda. Tout ça pour dire qu'à la veille du génocide, pour les Tutsis, on est des Hutus, et pour les Hutus, on est de dangereux opposants, amis de personne, ennemis de tous. Le soir du 6 avril 1994, comme tous les habitants de Kigali, j'entends un grand boom au loin, comme un coup de tonnerre. Et le lendemain matin, Radio Rwanda annonce que le coup de tonnerre, c'est l'avion du président Habyarimana. Il a été abattu. La radio dit que c'est les Tutsis qui ont fait ça. Alors c'est l'état de siège. Il est interdit de sortir. Et les copains commencent à m'appeler. Connie, Claudine a été abattue. Allô, Connie? Les parents de Frédéric ont été massacrés. Mes parents aussi reçoivent des coups de téléphone. Certains de leurs collègues ont été assassinés. Et puis d'un coup, plus d'appels. Les lignes ont été coupées. Un soir, ça tire chez les voisins d'en face. Le lendemain matin, mon père, ce héros, décide d'aller voir. Ma mère le traite de fou. Fais attention aux balles perdues. Il traverse la rue et il revient 10 minutes plus tard, hagard, avec un petit garçon dans les bras, un petit Tutsi. Le gamin a pris une balle dans les jambes, tous les autres ont été massacrés. Alors ma mère sort un pot de miel et elle lui en badigeonne la cuisse. Le 15 avril, vers 2 heures du matin, ma mère entrouvre la porte de ma chambre. « Connie, réveille-toi, viens. » Je sors de ma chambre, panne d'électricité, il n'y a qu'une bougie. Et là, je croise les petits yeux rouges d'un soldat. Et je retrouve tout le monde assis dans le salon. Ma mère, mon père, mes 2 petits frères, Christian et Florian, ma petite sœur Delphine, la baby-sitter et notre cuisinier. Je m'assois près de ma mère. Un soldat avec une kalachnikov s'adresse à mon père. « Vous cachez des cafards, ici, dans cette maison ?»« Ah non, non, on ne cache pas de cafards, je vous jure. Nous sommes de fidèles partisans du président. Nous n'avons rien à voir avec ces parasites. » Il ment. Il est membre de l'opposition.
Il se démène comme un diable, mon pauvre papa. Le domestique me chuchote. Ils vont tous nous tuer. Je lui dis, mais non. Et là j'entends mon père pousser un cri qui résonnera en moi pour toutes les vies qui me restent. Je me jette derrière le divan. Et de ma cachette, je sens un liquide couler sur ma tempe. C'est le sang de mon frère Christian. Ça dure une éternité. Et puis d'un coup, le silence. Je n'entends plus qu'une seule respiration, celle de ma petite sœur Delphine. Et puis, plus rien. Je sors de ma cachette. Ils sont partis. Je les regarde, ma famille, en sang et en plomb. Je suis un zombie, un ado sur deux jambes maigrichonnes qui a l'âme arrachée de sa coquille. Et dans la chambre, le petit Tutsi que mon père a récupéré chez les voisins. Il n'est plus là. Lui, ils ne l'ont pas tué. Donc, c'était des Tutsis. Ils se sont fait passer pour des Hutus avec leur uniforme, mais c'était des Tutsis. Papa a fait une bourde en se faisant passer pour un proche du président. Il aurait dû leur dire qu'il était Tutsi, qu'il avait juste changé sa carte d'identité. Je me glisse dans les draps. Et j'attends. J'attends que cette folle nuit passe. J'ouvre les valises de mon inconscient. J'y vide le souvenir de cette nuit du 15 avril 1994. Et je ferme les yeux, en espérant qu'au réveil, maman viendra cogner à la porte pour interrompre ce cauchemar. Le lendemain matin, je suis en état de sidération. Et dehors, j'entends au loin les voisins qui commentent. C'est une erreur. Ils visaient le voisin d'à côté. Il était parti. Alors ils sont allés chez eux à leur place. Je sors de ma chambre. Je marche vers le salon. J'ose encore une fois prendre une photo mentale de ma famille, inerte, sur le divan. Je craque. Je sors de la maison. Les voisins enterrent les miens sous le papayer, dans le jardin. Je n'aide pas. Je veux vivre encore. Europe 1, On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du chanteur Corneille, dont la famille a été massacrée pendant le génocide au Rwanda en 1994. Une histoire que je tire de son livre « Là où le soleil disparaît », paru en 2016 chez Ixo. Cornelius, de son vrai prénom, naît en 1977 en Allemagne, où ses parents sont étudiants. En 1983, il a 6 ans et demi et sa famille rentre au pays. 10 ans plus tard, toute la famille, sa mère Hutu, son père Tutsi, ses 3 petits frères et sœurs et 2 employés de maison sont massacrés sous ses yeux à coups de Kalachnikov par un commando Tutsi. Pendant tout le mois qui suit, j'erre de maison en maison. J'accepte l'hospitalité des potes du quartier. Il n'y a rien à manger, que de la farine avec de l'eau chaude. On appelle ça la pâte jaune. Les bruits de grenades, d'artillerie, d'armes automatiques se rapprochent. Et maintenant je sais distinguer le bruit d'un AK-47 russe et celui d'un M16 américain. Un matin, au beau milieu de notre festin de pâte jaune, un obus. Je me mets à courir. J'escalade une grille d'au moins 4 mètres. Je suis parti sans ma carte d'identité, celle qui dit que je suis Hutu. Un matin, je suis assis, un homme se plante devant moi. Ah, tu as les pieds et le nez fins. Tu as l'air d'un Tutsi.
Ça va être un souci si tu veux passer les barrages Hutus. Le gars vient de me dire que j'étais sorti en plein orage, sans parapluie. Car si ma famille a été massacrée par les Tutsis, en ce moment, ce sont surtout les milices Hutus qui déclenchent des tueries. Et moi, mon problème, c'est que je suis Hutu par ma mère, et en vrai Tutsi par mon père. De toute façon, ils ne s'embêtent plus à demander les papiers. Ils tuent sur des critères physiques. La longueur d'un orteil, la géométrie d'une narine. Le 25 mai, un mois et demi après le massacre de ma famille, le FPR Tutsi attaque notre quartier. Pas le temps de réfléchir, je suis la foule, vers l'ouest. On marche longtemps. Quand la nuit tombe, toute la foule s'arrête sur un terrain de football. Et toute la nuit, les balles fusent sur nos têtes. À l'aube, la marche reprend. Et soudain, nous sommes en train de descendre la colline vers le centre-ville de Kigali. Je dévale la colline. Je vole. La rage de survivre. On est 100 à courir. Je me retourne. On n'est plus que 50. Je me retourne encore. On n'est plus que 20. Je les vois tomber. Des enfants, des femmes, des vieillards. J'entends les cris de leur âme. J'entends « Mon mari est mort. Mon fils est mort. » On s'approche d'un barrage. Je gonfle mon nez. Je me fais un vrai nez de Hutu. Je gonfle mes narines jusqu'au bout de moi. Le tireur me dévisage. « Allez-y, passez. » Ça a marché. Je marche toute la journée. J'ai faim. Vous avez déjà eu faim? Vraiment faim. Moi, en 2 jours, je n'ai eu pour me nourrir que ma salive, asséchée par le soleil, et une ambitieuse envie de survivre. Et puis j'arrive chez Emmanuel, un très bon ami de mon père. Ils me prennent tous dans leurs bras. Ils savent pas quoi me dire. Ils me disent que toute la famille de mon père, ma grand-mère, mon oncle, ma tante et leur bébé ont été brûlés vifs dans leur maison. Et ton oncle Camille? Il a été tué à coups de machette, dans la rue, à Butaré. Chez Emmanuel, dans la chambre où ils m'ont installé, il y a une petite radio. Quand les gens me demandent pourquoi je déteste autant les Tutsis, je leur réponds, lisez notre histoire. Les Tutsis étaient les collaborateurs des colons belges. Ils ont volé la terre des Hutus, ils nous ont dépossédés et ils sont revenus, ces espèces de rebelles. Ce sont des cafards, ce sont des meurtriers. Le Rwanda est la terre des Hutus. Nous sommes majoritaires, ils sont une minorité de traîtres et d'envahisseurs. Nous éradiquerons l'infection. Nous les éliminerons, tous ces rebelles RPF. Vous êtes sur RTLM, la radio de la force Hutu. Restez sur vos gardes. Surveillez vos voisins. Juste après, Emmanuel vient me voir. Voilà. Il se murmure dans le quartier que je cache un cafard. Alors il va peut-être falloir que tu partes, pour te cacher ailleurs. Ce matin-là, une balle perdue traverse la cuisse d'Emmanuel. On l'emmène vers une clinique et je me retrouve seul avec sa femme et ses 3 enfants. Sa femme me confie son fils de 4 ans et demi. Elle portera le bébé. Et nous prenons la route. C'est toute une ville qui se vide. Une ville qui prend la direction du Mont Jali. À chaque tir de mortier, on plonge sur le sol. Et arrivé en haut de la colline, on dévale en courant. L'idée est d'aller à Gisenyi, encore tenu par les Hutus. C'est à 100 km, pourvu que mon nez tienne le coup. D'autant que je commence à ressentir les symptômes d'un mal familier. Une sueur froide, les muscles de plus en plus faibles, la malaria. Je fais une crise de malaria. Le fils d'Emmanuel est collé contre ma jambe. J'ai perdu sa mère, alors pas de choix. Je le prends sur mes épaules et je marche. Tant pis pour la malaria, même si mon corps a envie d'arrêter. Et soudain, je suis au bord de l'inconscience. Une odeur. Je ne la reconnais pas tout de suite. C'est le petit, il a fait ses besoins sur ma nuque. Je le fais descendre de mes épaules.
Je trouve un coin discret, j'essuie ses fesses avec les feuilles d'un buisson. Je ne peux pas lui remettre son short. Alors je lui mets mon blouson autour de la taille et je le remets sur mes épaules. Et je me remets à marcher. Me voilà donc, 17 ans, orphelin, ni Hutu ni Tutsi ou un peu des deux. La malaria dans le corps, de la merde sur le cou, un garçon de 4 ans sur les épaules, qui marche vers là où le soleil disparaît. « 15 kilomètres plus tard, la foule s'arrête. Un chant de désolation. Je finis par retrouver la mère du petit. Je trouve un coin d'herbe et je m'endors immédiatement. Europe 1. On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du chanteur Corneille, dont la famille a été massacrée pendant le génocide au Rwanda en 1994. Je tire mon histoire de son livre « Là où le soleil disparaît », paru en 2016 chez Ixo. Cornelius, de son vrai nom, naît en 1977 en Allemagne, où ses parents sont étudiants. En 1983, il a 6 ans et demi, sa famille rentre au pays. Et 10 ans plus tard, toute sa famille, sa mère Hutu, son père Tutsi, ses 3 petits frères et sœurs et 2 employés de maison sont massacrés sous ses yeux à coups de Kalachnikov par un commando Tutsi. Il prend alors la route en direction de Gisenyi, il échappe plusieurs fois à la mort et il s'endort un soir épuisé après une longue journée de marche. Le lendemain, je me réveille, la malaria a gagné du terrain. Mes articulations ont pris 50 ans. Mais pas question de me demander comment je vais faire, puisqu'il faut marcher. Mon premier réflexe quand je me réveille, c'est de chercher mes lunettes. Je suis myope. Sans lunettes, j'y vois pas à 5 mètres. Je tâte le sol, à gauche, à droite. Pas de lunettes. Envolées les lunettes. Je ne panique pas. Je vais marcher. Je marche. Et dans la brume vaporeuse de mes yeux sans lunettes, soudain, je vois un crâne écrasé, aplati, explosé sous le poids d'un pneu. On me dit, surtout, il faut pas boire l'eau de la rivière, hein. Il y a des corps partout, le long de la rivière. Plus loin, une vieille dame est écroulée dans un ravin, morte. Dans son dos, il y a toujours attaché par un morceau de tissu un bébé, mort lui aussi, de fatigue, de faim, de soif. Ma malaria s'aggrave. J'ai de plus en plus de mal à marcher. Mon Dieu, si tu existes encore, prête-moi des jambes. Nous approchons de Ruhengeri. Et là, un murmure parcourt la foule. Il y a un barrage à l'entrée de la ville. Il paraît que si t'es pas pur Hutu, tu passes pas. Le barrage est à 50 mètres. Je réunis tout ce qu'il me reste de force pour gonfler mes narines, pour rendre mon nez le plus large possible, pour ressembler à un Hutu. C'est à mon tour. Un soldat Hutu en camouflage, les yeux rouges du sang qu'il a fait gicler, me fait signe d'approcher. Bonjour. J'ai perdu ma carte d'identité. Écoute, petit. J'ai vraiment trop tué aujourd'hui. Je suis fatigué. Allez, vas-y, passe. De toute façon, tu passeras pas le prochain barrage. À Gisenyi, ils se chargeront de toi. Ça n'était pas mon heure. Et donc, nous atteignons les premières lignes de Gisenyi, le fief du pouvoir déchu. Et là, soudain, passe une jeep de soldats Hutus. Connie! Connie! Qui peut m'appeler ainsi? Il n'y a que mes copains de classe qui connaissent ce surnom. C'est René, un copain de classe de 4e. Son père est officier dans l'armée rwandaise. Salut Connie. On a appris pour ta famille. Monte avec nous, va. Ils sont sans pitié au prochain barrage. Avec nous, t'as une chance de passer, viens. On arrive au barrage. Qui c'est, lui? C'est un ami. Toute sa famille a été tuée par les cafards.
Il est le seul survivant. Le soldat me regarde droit dans les yeux. Allez-y, courage. Et il nous fait signe de passer. Je me souviens que je connaissais quelqu'un à Guissény. René me fait déposer devant. Je descends de la Jeep, je marche vers leur maison et je m'évanouis. Une amie de ma mère a su que j'étais là. Elle est venue me chercher. Nous avons passé la frontière pour nous réfugier à Goma, en République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Et de là, nous avons pris un avion pour la capitale, Kinshasa. J'y suis resté 10 jours. Et le 15 août 1994, j'ai pris un vol Swissair pour Düsseldorf, en Allemagne. Pour une nouvelle vie, loin d'une terre maudite, loin du mal. Votre tube, Corneille, pour conclure ce récit, je vais vous raconter comment se sont passées les choses. J'ai d'abord écrit votre histoire, et puis quand j'ai eu terminé, j'ai écouté votre nouvel album, le 8e, Oui. qui sort là. Et cet album est terriblement optimiste. Oui. Il est presque joyeux. Ouais. Alors bien sûr, tout ça c'était il y a 25 ans, mais je me suis dit comment il fait? Comment il fait pour être optimiste? Comment il fait pour être joyeux? Et même pour être heureux, parce que vous le dites dans une chanson. Je suis heureux. Ouais. C'est... tout d'abord, je suis très bouleversé par le récit qui est en fait le mien, mais que vous avez raconté. Je vous ai prêté ma voix. C'est très étrange de se faire raconter sa propre histoire. C'est très très étrange. Je suis passé par plein d'émotions. D'abord, il y a eu une espèce de séparation entre moi et la personne qui a vécu ces choses-là. J'ai du mal à faire le lien entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, je vis au Canada, une vie confortable. Vous avez 2 enfants, j'ai 2 vous êtes enfants, marié. une femme, je suis marié, une femme que j'aime. Et le gamin qui raconte cette histoire, j'ai beaucoup plus de facilité à m'identifier au gamin qui arrivait au Rwanda, qui était un peu paumé parce que... Le petit qui était complètement dépaysé, 6 ans et demi. Ouais. Lui, j'ai aucun problème à accepter que c'est bien moi. Mais le gamin de 17 ans après le génocide, c'était très étrange. C'est très étrange. Ce sont vos mots. Hein. Je sais, c'est presque un autre. Et quand je disais que j'étais passé par plein d'émotions, la première émotion a été... j'ai eu un moment de colère, pour être honnête, parce que j'avais l'impression que on me volait mon histoire pour la mettre au grand jour, puis pour ensuite me rendre compte que je l'avais fait moi-même. Et donc j'étais mal pris parce que je pouvais pas vous taxer d'exhibitionnisme ou de mauvaise foi, parce que c'est vrai que quand j'ai sorti mon premier album, dès que mon histoire a été un peu connue, survivant du génocide rwandais est devenu mon nom de famille. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on me présentait partout. Je me rappellerai toujours la première fois où je suis allé aux Victoires de musique, où j'ai chanté, qu'il a fallu me présenter. Je me rappelle, je pense que c'était Monsieur Delarue qui m'avait présenté, qui, avant même de dire l'auteur-compositeur-interprète Corneille, c'était le survivant du génocide rwandais. C'était un drôle de titre. C'était un titre très étrange, quand justement on se dit qu'on essaie de faire de l'art justement pour s'en sortir, finalement on se rend compte qu'on est en train de s'enfoncer de plus en plus dedans. Donc c'était très étrange comme expérience, très étrange. Et en même temps, il y avait quelque chose de bizarrement libérateur d'entendre l'histoire racontée par vous, parce que la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, c'était une façon de me réapproprier mon histoire. J'avais l'impression il a fallu 20 ans. Hein. Il a fallu 20 ans. J'avais l'impression que surtout avec la notoriété que j'ai acquis avec mon premier album, j'ai eu l'impression que l'histoire m'avait été enlevée, dérobée, qu'on me l'avait volée, et que le pire, j'y avais contribué en plus. Et j'ai écrit ce bouquin pour retrouver la propriété de cette histoire. Mais là, l'entendre de la voix de quelqu'un d'autre, avec une mise en scène, parce qu'il y avait de la musique, le bruitage, les effets sonores, les coups de feu étaient très... parce qu'écrire des coups de feu, ce sont des mots. Les mots restent quand même, dans une certaine mesure, aussi concrets que celui qui les lit. Mais un son est un son. C'est-à-dire que là, j'ai entendu le vrai son.
Ça me perturbait et en même temps, j'ai fait cet exercice-là pendant, j'ai fait 4-5 ans de thérapie de façon assez régulière. Je me rappelle, ma psy, elle pratiquait, elle avait une pratique qu'on appelle EMDR en anglais, une espèce de, ça ressemble un petit peu à de l'hypnose, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, On fait remonter le trauma, quoi. On fait remonter le trauma pour reprendre un vrai contact émotionnel avec le passé, un passé traumatique. Et j'avais l'impression que le fait de l'avoir fait me permet d'entendre ces coups de feu sans avoir l'impression d'y replonger et de faire marche arrière. Et en même temps de l'accepter parce que c'était ça l'histoire. Je vous propose de marquer cette pause de publicité que nous ne pouvons pas éviter et de revenir à cette question. Quand vous écrivez aujourd'hui, qu'est-ce qui remonte? Qu'est-ce que vous repoussez? Et qu'est-ce que vous tirez vers vous pour le promouvoir dans vos chansons? À tout de suite. Jusqu'à 15h, vous écoutez Christophe Ondelat sur Europe 1. Christophe, aujourd'hui, vous nous avez raconté l'histoire très émouvante d'un célèbre chanteur français et il est à côté de vous aujourd'hui. Je vous ai raconté aujourd'hui, tiré de son livre paru en 2016 chez XO, Là où le soleil disparaît, l'histoire du chanteur Corneille qui est donc là avec moi, qui s'est retrouvé au cœur du génocide rwandais de 1994, où il a vu toute sa famille massacrée sous ses yeux. Je me disais à l'écoute de votre 8e album qui sort que les chansons étaient incroyablement joyeuses et je me demandais comment ça se passait quand vous écriviez vos chansons. Alors cet album c'est particulier, vous l'avez écrit avec votre femme, à 2 voix, mais quand vous vous asseyez à une table avec une feuille de papier et que vous laissez aller au fond vos sentiments, qu'est-ce qui apparaît en premier? Est-ce que c'est les moments très douloureux de votre vie que je viens de raconter ou pas? Spontanément comme ça, c'est ça qui surgit? Spontanément, je pense que la première chose qui arrive, c'est l'espoir. Ou j'ai envie de dire plus que l'espoir, le déni. Voilà. Ça, c'est juste. Oui, se dire, j'aimerais que le passé, mon passé, était différent. C'est la première chose. Et après, la raison se met à... Et la raison, c'est l'espoir. Et la raison, c'est l'espoir. La raison, c'est je vais transformer tout ça et je vais en faire quelque chose de beau. Ouais. C'est complexe comme question. Parce que mon premier album, dont je fais une lecture complètement différente du grand public, vous voulez dire? Oui. Nous, on le lit au sens littéral. Non, même par rapport à mon état d'esprit au moment où j'ai écrit l'album. Il y a des chansons que j'entends aujourd'hui ou que je chante aujourd'hui en concert et dont je fais une lecture tout autre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de cet album a été écrit par mon inconscient. Je ne pense pas que j'avais les capacités cognitive ni la solidité psychologique pour écrire ce que j'ai écrit dans le premier album. Il y a une autre entité, une autre dimension de moi qui a écrit cet album-là, mais il était très vrai. Quand je parle de solitude dans ce Le Monde, c'était très honnête. Et je pense que j'ai perdu un petit peu de cette honnêteté à travers les années, au fil du temps, avec les albums qui ont suivi. En fait, personne ne vous le reprochait d'ailleurs, mais vous auriez pu passer votre vie à écrire sur votre douleur. Oui. À écrire sur votre trauma. Oui, parce que mais vous vous en empêchez. La vie m'en a empêché quand même. C'est très difficile de vouloir parler de ces traumas quand on rencontre au quotidien la joie des enfants. la joie des enfants, et même avant les enfants. Des gens qui te disent « On vous aime, est-ce que vous écrivez, ce que vous chantez nous fait du bien ?» Oui, mais quand ils partent, les gens, quand on se retrouve tout seul à la table pour écrire la chanson. On est seul avec son passé. Mais on retrouve les gens le lendemain. Et c'est un cycle qui ne termine jamais. Vous diriez aujourd'hui que vous vous obligez à être optimiste? Vous vous obligez à être joyeux? Plus maintenant, mais je l'ai déjà fait. Je me suis déjà forcé à être optimiste. Je me suis déjà borné, obstiné à vouloir faire de l'avenir quelque chose d'inévitablement bon et heureux. Quand on lit votre livre, qui est vraiment la base de mon histoire, dont j'ai repris les mots, on voit que vous avez, même sous les mots, du mal à dire les choses. Il faut donc aller les deviner, en vérité, les choses. Entre les mots, on vous a beaucoup reproché de ne pas pleurer quand vous chantez les chansons du premier album, par exemple. J'en ai conclu que vous étiez quelqu'un d'extrêmement pudique. Très. Et qu'au fond, vous ne pourriez jamais la raconter totalement, cette histoire.
Je l'ai raconté à une seule personne, ma femme, et je l'ai raconté un jour à mes enfants. Et en même temps, je pense que les zones de cette histoire où j'aurais eu la tentation de tricher et de mentir, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit la vérité. Et c'est en grande partie pourquoi j'ai écrit ce livre. J'avais envie de clarifier un certain nombre de choses qui ont besoin de beaucoup de mots pour être clairs. Et qu'on ne peut pas raconter de façon claire en chanson. C'est quasi impossible d'être concis et clair en même temps. C'est un oxymore, ça ne va pas ensemble. Je comprends tout à fait. Et dans le livre notamment, le simple fait d'être rwandais et d'être de notoriété publique en Occident présente en soi un grand problème, parce que je dois prêter la voix à plusieurs personnes qui ne veulent pas du tout parler la même langue et qui en fait s'identifient dans leurs contradictions et dans leur opposition. C'est-à-dire vous prêtez votre voix aux Hutus et aux Tutsis, par exemple. Les deux. Oui, les deux, parce que le génocide a bien eu lieu. Le génocide visait bel et bien les Tutsis. Il y a eu des. Et vous êtes le contre-exemple. Et moi, je suis le contre-exemple. Alors, ça devient très très compliqué. Vous êtes un Hutu victime des Tutsis, ce qui n'est pas le sujet de ce conflit et de ce génocide. Ce qui n'est pas du tout le sujet du conflit, mais qui est mon histoire. Presque. Mais ça n'en fait pas moins mon histoire. Alors, tout à fait, il faut presque s'en excuser. Et ça devient très très complexe, et j'ai essayé de l'expliquer dans le livre, avec un succès relatif. Mais comme tous les conflits qui opposent les hommes, pour me munir d'une machette ou d'une arme automatique et venir et assassiner toi et toute ta famille, je dois m'investir d'une raison. Il faut que j'ai une raison de le faire, autrement je ne le ferai jamais. Même un psychopathe doit se donner une raison. Il faut trouver une raison à le faire, et malheureusement, ces raisons persistent avec le temps. Il y a très peu de tueurs qui arrivent à un niveau d'examen psychologique où ils se disent eux-mêmes « j'ai souffert, ou je souffre toujours d'une pathologie qui m'a amené à ». Et j'en suis le seul responsable, et ça n'avait pas lieu d'être. Il y a très peu. Tous les tueurs ont une raison. Les grands tueurs, en tout cas les tueurs de masse, sont toujours investis d'une mission et d'une raison. On va marquer une nouvelle pause. Il y a des fois où on déteste la publicité, et on se retrouve de l'autre côté. Jusqu'à 15h sur Europe 1, vous écoutez Christophe Ondelat qui vous raconte l'histoire très émouvante de la vie du chanteur de Corneille aujourd'hui. Et Corneille, il est à vos côtés, Christophe. Je vous ai raconté aujourd'hui, tiré de son livre paru en 2016 chez XO, Là où le soleil disparaît, l'histoire du chanteur Corneille qui est là avec moi et qui s'est donc retrouvé au cœur du génocide rwandais en 1994, où toute sa famille a été massacrée sous ses yeux. Peut-être pour un peu de légèreté, j'ai adoré l'anecdote sur le choix de ce qui finalement a été votre nom de scène. Pendant toutes ces années, là, ces 10 années où vous avez décidé, vous, dans votre tête, de vous appeler Corneille, alors que sur le papier, vous vous appelez Cornelius. Et en fait, si j'ai bien compris, beaucoup de gens vous appellent Connie. Ouais. On vous appelle Corneille, finalement, là-bas, à ce moment-là? Oui, on essaye. En plus, Corneille, ça reste quand même, ça a une sonorité franco, en tout cas française. Et le Rwanda n'était pas, définitivement pas à l'école où j'allais. C'était pas une école francophone. On parlait Kinyarwanda. Le français était la deuxième langue. Très peu de gens parlaient français. Même les profs, je pense, parlaient un français approximatif. Donc ils n'arrivaient pas à prononcer. Donc ils n'arrivaient pas à prononcer Corneille. Donc ça donnait colonel, ce qui finit par dire colonel, donc un grade dans l'armée, et donc il s'en sortait pas. Et Connie, en fait, c'était un petit nom que mes parents m'avaient donné, et donc je me suis occupé à le distribuer autour de moi pour qu'on arrête de... Donc c'était Connie finalement. Bon, voilà, c'était Connie. Ouais. Pendant toute cette période, c'était Connie. Ouais. Jusqu'à quel point est-ce qu'aujourd'hui encore vous êtes un Muzungu, c'est-à-dire un blanc? Ah, je suis redevenu un noir. Parce que vous êtes chez les blancs. Parce que je suis chez les blancs. C'est un petit peu le drame de ma vie, c'est-à-dire que je n'ai jamais pu être qu'une chose, et ça peut être très chiant par moment, parce que il m'est souvent arrivé d'avoir une identité facilement explicable, une identité figée, fixe. Je suis ça, et c'est clair pour tout le monde. J'ai jamais pu l'être.
Au Rwanda, j'étais trop blanc pour les Rwandais. Et, en Occident, je suis noir de façon très très claire. Et très foncé en même temps. Et très foncé en plus. Et très foncé. Et en même temps, ça me donne la possibilité je pense que ça m'offre un regard peut-être différent sur une société qui, de toute façon, tend à perdre ses identités premières par la force des choses. Par la mixité. Par la mixité, puis par l'audace qu'on a comme personne, et définitivement les plus jeunes, à vouloir être nous-mêmes en dehors du groupe, à remettre l'individu devant. Moi, je pense que c'est important de renverser la vapeur et de parler de l'individu pour se rendre compte finalement que l'universalité est dans l'individu et non pas dans le groupe. Le livre s'achève sur une question de votre fils. Ouais. On ira au Rwanda un jour, papa. Ouais. Et vous répondez, on ira. Ouais. Et on n'y est pas allé encore. Non, pas encore. Il y a des Cambodgiens qui ont mis 50 ans. Ouais. Et des Juifs qui ont mis 50 ans pour tourner à Auschwitz. Donc vous avez du temps. Je suis très touché par ce que vous venez de dire parce que ça va être désormais ma réponse à chaque fois qu'on me posera la question. Parce que c'est très dur d'expliquer ses propres raisons. C'est dur. La singularité est toujours dure à illustrer. Alors que quand on donne des exemples concrets comme ça fait beaucoup de J'ai sens. raconté ici l'histoire d'un Juif qui pendant 50 ans n'a pas expliqué qu'il était rescapé des chambres à gaz. Je vais vous faire passer ce petit livre, vous écouterez cette histoire en podcast. Merci. Et vous verrez que vous n'avez pas de gêne à cela, à ne pas retourner là-bas tout de suite. Oui, 50 ans pour le dire à sa femme. À sa femme. Ouais. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps parce qu'il y a une culpabilité, surtout quand on connaît la notoriété. Il n'y a pas beaucoup de Rwandais. Je connais pas de survivants du génocide rwandais de notoriété, on va dire internationale, dans les arts ou dans d'autres domaines. Si on a, on n'a pas beaucoup. C'est une pression supplémentaire, puisque forcément on a envie de parler au nom d'eux, au nom de ceux. Mais on ne peut pas le faire, je ne pourrai jamais le faire, je ne pourrai pas le faire justement tant que je ne serai pas retourné au Rwanda. Voici donc un extrait de votre dernier album, le 8e.